Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous analyser l'action Forvia en bourse, l'entreprise Forvia qui est anciennement Forestia. Donc on va commencer tout de suite. Avant que la vidéo commence, pardon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement de cette vidéo. Et donc on va commencer tout de suite par vous présenter brièvement l'action. Donc c'est un groupe Forvia qui est de base français, mais il est à l'international, enfin surtout européen. Donc voilà, elle développe, fabrique et commercialise des équipements destinés aux constructeurs automobiles. Donc en gros, elle fait des morceaux de sièges, système d'intérieur, technologie, contrôle des émissions, etc. Donc voilà, en gros, elle fait des équipements pour les équipementiers, enfin, pour les constructeurs automobiles. Donc voilà. Voilà. Ça, en gros, c'est tout ce qu'il faut faire. Elle est en Europe et il y a 75 500 salariés en 2024. Voilà, elle est sur Euronext et donc elle est éligible au PEA normalement. Ok, donc là, on va commencer tout de suite par les finances, sachant qu'il faut prendre en compte que le secteur de l'automobile en Europe, en France et en Europe, va pas bien. En gros, c'est ça l'idée. Donc voilà, c'est pas un secteur florissant en ce moment. Donc, on va analyser d'abord l'évolution du chiffre d'affaires. Donc là, depuis 2021, bah après là il y a eu le Covid, donc en vrai c'est normal. 2022, 2023, 2024. Hop. Bah, avant le Covid, ça allait en gros. Bah, on a qu'à partir de 2020, bon, c'est pas grave. 2021, 2020, 2022, 2023, 2024. En 2024, il y a une légère baisse de 1% du chiffre d'affaires, donc ça va encore. Sachant qu'il y avait une belle augmentation de 7% là. Après, il y a des prévisions. Alors, les prévisions, elles se basent sur euh, des analyses de 12. Il y a 12 analyses qui ont été faites. Bon, ça reste correct, 12, du moment qu'il n'y en a pas. À partir du moment où il y en a plus de 5, 6, ça va encore. Et là, ça prévoit une baisse encore de 2025 et 2027. Non, juste en 2025. 2026, ils pensent avoir une légère hausse et une plus grosse augmentation en 2027. Ok, pourquoi pas. En 2022, donc là, on peut voir l'EBITDA, il a augmenté en 2022, 2023, 2024. Sachant qu'en 2024, il a augmenté alors qu'il y avait moins de chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire qu'ils ont baissé encore les charges davantage par rapport. Bah, enfin, en fait, ils ont bien réussi à compenser la baisse de chiffre d'affaires en baissant encore plus les charges. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais au niveau des finances, du coup, ça a l'air d'être un succès. Après, au niveau du résultat d'exploitation, du coup, bah, ouais, ça a baissé, mais ouais, de 3% de 71, donc ça va encore. Ok, légère baisse, sachant que les prévisions prévoient une baisse et une belle augmentation de 10%, et on aura encore une augmentation de 13%. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Au niveau du résultat net, du coup, euh, ouais, le résultat net 2022 c'est négatif, 2023 c'est positif, 2024 c'est négatif, et il prévoit en 2025 résultat net encore négatif, 2026 positif, 2027 bien positif par rapport aux années précédentes, où depuis 2020, en gros en 7 ans il n'aurait jamais fait un aussi gros chiffre, si les prévisions sont bonnes. Ah là c'est 9 là, ok. Ok, bon à voir. Mais en tout cas là c'est bien négatif, comme il faut. Donc, euh,
Ok, ok. Donc là, on peut voir le bilan prévisionnel. Donc là, l'endettement, bah, il est bien présent, l'endettement. Alors, il se désendette depuis 2023, il se désendette petit à petit. Donc là, il rembourse la dette, ok, pas de souci. Et il prévoit de toujours baisser la dette. Bon, ok, bah, la dette, ok. Ça va, ils sont endettés, donc en vrai, ça leur permet, je pense, de toujours faire des investissements, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose d'avoir de la dette. Donc là, la trésorerie nette, bon bah là c'est de la dette quoi. On voit elle baisse petit à petit. Ok. L'EBITDA, il baisse toujours. C'est bizarre parce que. Ah non, c'est le leverage, ok. Ok. Ok, bah le leverage, c'est normal qu'il baisse parce que comme la dette est baissée, bah l'effet de levier, bah il baisse. Ouais, et comme l'EBITDA il reste le même, bah le leverage, c'est la dette divisée par l'EBITDA. Donc en gros, c'est l'effet de levier qu'on peut avoir. Et donc là, comme la dette baisse et que l'EBITDA, bah en vrai, il est assez. C'est ici. Donc il reste un peu inchangé, on peut voir. Il va pas énormément évoluer. Et ben ça baisse fortement. Mais après, là, on s'en fout un peu en vrai. Du moment que le leverage est toujours positif, c'est-à-dire que elle utilise l'effet de levier dans le bon sens, ça fait pas un effet de massue. L'effet de massue, c'est quand la dette pèse trop sur, enfin, est plus un poids que un effet de levier justement pour l'entreprise. Et flux net de trésorerie libre. Donc là, c'est les flux nets de trésorerie, les flux de trésorerie en gros. Bah, c'est vraiment la trésorerie pure et dure. Donc là, c'est toujours positif d'après les estimations. Donc en vrai, c'est plutôt bien. Car la trésorerie, c'est un peu le nerf de la guerre dans l'industrie. Ok. Donc là, bah, les marges, bah, forcément, elles sont, euh, elles sont très basses. Parce que bah, voire négatif, comme là où le résultat net est négatif, du coup, bah, forcément, c'est négatif. Au niveau de la rentabilité, euh, bah, rentabilité négative ici parce que le résultat net est négatif. Ok. Et là, le PER, j'imagine qu'il est négatif aussi. Ouais, ok. Donc là, moi, je vous ai fait un petit truc. Alors attendez, je vais faire une vidéo plus complète là-dessus. Mais en gros, le PER, c'est le Pay Earning Ratio. Donc en gros, c'est combien de fois on va, enfin, par combien de fois, enfin, je sais pas comment expliquer. En gros, c'est le cours de l'action divisé par les bénéfices nets par action, ou c'est la capitalisation boursière divisée par le résultat net de l'entreprise. Autrement dit, c'est combien de fois les bénéfices vaut l'entreprise. Donc, imaginons, elle a un bénéfice euh, de 1000 et que elle vaut. Non, imaginons, elle a un bénéfice de 1 et qu'elle vaut 10, et ben en gros, on paye 10 fois les bénéfices. En gros, c'est ça. Et donc là, le PER est négatif parce que, en gros, bah, il est négatif parce que bah, en 2020, en 2025, donc, on estime que euh, le résultat net sera négatif. C'est pour ça que c'est négatif. Donc voilà. Et donc voilà, il y a le ROE, le Return on Equity. Donc là, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Donc en gros, ça permet de mesurer la rentabilité des capitaux propres. Donc en gros, comment expliquer? Bah, de toute façon, il va être aussi négatif parce que la rentabilité est négative, parce que le résultat net est négatif.
voilà, moins 4. Mais en gros, là, c'était positif. Donc là, en gros, bah, la rentabilité, si, admettons, vous investissez 100 euros, et ben en gros, l'entreprise rapporte, enfin, vous rapporte en théorie 7% par an, donc 7,51 €. Ça, c'est en théorie. En gros, c'est juste un indicateur pour voir un peu la rentabilité. Donc, si c'est au-dessus de 10%, c'est bien. Si c'est au-dessus de 20%, c'est excellent. Sinon, bah voilà quoi, c'est moyen. Après, ça dépend en fonction du secteur d'activité. Et pour le PER, eh ben, moi, faut qu'il soit dans l'idéal en dessous de 15. Donc là, bah, c'est négatif. Donc en vrai, c'est normal. Donc voilà. Et on va passer sur Guru Focus. Ça va vous dire en gros, enfin moi j'utilise pour cet outil-là pour savoir si euh, l'action est sous-évaluée ou pas. Donc là, elle dit qu'elle est sous-évaluée de 28% ou 30%, on va dire à peu près. Et là, on va regarder le consensus, dit que en gros, faut ni vendre ni faut juste accumuler. Donc en vrai, voilà. Et on va voir au niveau du prix actuel. Donc là, on peut voir, on est en weekly. On peut voir qu'il a 11 euros le titre. Il vient de repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 et 50. Et là, il s'apprête à passer au-dessus de la moyenne mobile 100. Il est un peu loin de la moyenne mobile 200, mais il pourrait potentiellement avoir un momentum un peu haussier, tendance haussière, qui pourrait se dessiner si à tout hasard elle repasse au-dessus de la moyenne mobile 100 et 200. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir. C'est pas un conseil financier, c'est juste mon analyse personnelle. Après, si vous voulez mon avis, je vais vous le donner. Voilà. Donc avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Ça permet de m'aider pour le référencement de cette vidéo et de cette chaîne YouTube. Et aussi, si jamais vous voulez commencer à investir, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié pour vous inscrire sur des Giro. Vous aurez un bonus, je crois. Je pense qu'il est marqué dans la description, mais vous aurez un bonus et moi aussi. Donc c'est parfait. Donc moi, selon mon avis, enfin selon moi, plutôt, moi j'investirais pas dans cette. Enfin moi je n'investis pas, c'est pas un conseil financier ni rien. Pourquoi? Parce que à moyen terme, l'entreprise ne va pas, ne va sûrement pas avoir un résultat positif. Sachant que là, il passe de moins 51 à plus 200, ça me paraît énorme. Après, il fait x2 presque. Ça me paraît énorme. Sachant que le secteur d'activité n'est pas porteur en Europe en ce moment, il n'est pas du tout florissant, il est décroissant même. Après, si jamais ça passe au-dessus des 15, ouais, peut-être ça pourrait être intéressant, je sais pas, faudrait voir sur le moment. Mais en ce moment, pour moi, c'est pas une bonne entreprise, sachant que ça fait déjà depuis 2018, même avant le Covid, elle est en baisse, l'action. Donc voilà. J'investirai pas dans cette entreprise-là, même si c'est français ou quoi. Après, c'est peut-être une entreprise à surveiller, je ne sais pas, à voir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!